Au sommaire de ce 13h, fin du mandat du président du Faso à la tête du G5 Sahel, salué par ses pairs pour le renforcement de leur espace sous son leadership. C'est désormais Mohamed Ould Ghazouani, le président mauritanien, qui prend les rênes du G5 Sahel à l'issue de la conférence des chefs d'État consacrée à la question sécuritaire. Les conclusions de ce 6e sommet à suivre en début de journal. Également à la une, la Cour des comptes et des OSC unis pour le même combat, celui de la bonne gestion des ressources minières au Burkina. Un mariage de raison selon les acteurs avec comme témoin le projet canadien d'amélioration de la surveillance de l'industrie extractive en Afrique francophone subsaharienne. Et puis un invité dans ce journal, Samuel Tambi Kaboré. Il est le coordonnateur national de l'unité de coordination de la formulation du second compact du MCC de l'accès à l'électricité. On en parle dans cette édition. Mais avant, direction Nouakchott, la capitale de la République islamique de la Mauritanie, pour le 6e sommet du G5 Sahel consacré à la lutte contre le terrorisme. Il faut inverser la tendance, consigne donnée au président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani, désormais investi président en exercice du G5 Sahel, avec une feuille de route axée sur l'implication des jeunes et la consolidation des initiatives et décisions prises par son prédécesseur, le président Roch-Marc Christian Kaboré, salué pour avoir su renforcer les actions du G5 Sahel sur le terrain. Reportage signé Olopoda. C'est fait. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a passé la main à son homologue Mohamed Cheikh El Ghazouani de la République islamique de Mauritanie pour un mandat d'une année à la tête du G5 Sahel. À cette 6e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de l'organisation sous-régionale, tous sont unanimes. Le président du Faso a su, au cours de son mandat, assurer le positionnement du G5 Sahel sur l'échiquier diplomatique continental et international. Sous son leadership, le G5 Sahel a relevé de nombreux défis avec des avancées à la hauteur des enjeux de l'heure. Relativement à la deuxième priorité, 3 importantes actions ont été enregistrées, notamment l'élaboration du canevas de suivi du programme d'investissement prioritaire et la mise en place d'un dispositif de suivi au niveau de chaque pays. Le démarrage de l'étude de faisabilité de la ligne de chemin de fer du G5 Sahel. L'application de la résolution portant suppression des frais d'itinérance dans les pays du G5 Sahel. Concernant la priorité 3, qui avait pour objectif le renforcement des capacités du secrétariat permanent, nous sommes parvenus à l'adoption de la stratégie de communication du G5 Sahel et à celle du rapport de l'audit organisationnel du secrétariat permanent dont les recommandations sont en cours de mise en œuvre. Malgré ces efforts, le G5 Sahel a encore du chemin au regard des multiples attentes des populations de l'espace. Il faut donc redoubler d'efforts pour apporter une réponse aux besoins des populations vulnérables de l'espace sahélien à travers des initiatives innovantes, notamment la poursuite du projet d'aménagement territorial intégré, la restructuration du secrétariat permanent du G5 Sahel. Pendant un an, je me suis engagé à maintenir vivace le flambeau allumé en 2014 pour le retour de la paix et le renforcement du développement dans les zones prioritaires de notre espace commun. Aujourd'hui, plus que jamais, notre salut individuel et collectif réside dans la poursuite de ces objectifs. Aucun de nos pays ne pouvant à lui seul vaincre le terrorisme, nous avons un destin lié et c'est ensemble que nous triompherons de ce fléau. Des partenaires comme la France, l'Espagne, l'Italie, l'Union européenne, l'Union africaine, la Banque mondiale et les Nations unies ont renouvelé leur engagement à appuyer le G5 Sahel à la recherche de la paix et de la stabilité. Jeunesse Espoir sera le leitmotiv de la feuille de route de la présidence de la Mauritanie. Une feuille de route bâtie autour de 5 axes, à savoir la sécurité et la défense, la résilience et le développement humain, les infrastructures, le renforcement du dialogue intra- et intercommunautaire, le renforcement de la diplomatie et le dispositif du suivi et évaluation. Voilà, c'était un reportage signé Olo Poda.
On reste sur place à Mauritanie. Cette 6e session ordinaire de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel s'est soldée par un communiqué final avec de grandes annonces, entre autres l'accélération du processus, le renforcement de la force conjointe, la mise en œuvre des programmes innovants pour booster le développement de l'espace. Les 5 chefs d'État appellent par ailleurs la communauté internationale à s'impliquer davantage dans la lutte contre le terrorisme. La synthèse avec Oloboda. La promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans l'espace G5, c'est l'engagement pris à cette 6e session ordinaire de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel. En prenant note de la déclaration de Nouakchott émanant des imams et leaders religieux, les dirigeants des pays membres de l'organisation sous-régionale appellent à réhabiliter la pensée de la tolérance religieuse et de la coexistence pacifique. La coopération dans la lutte doit être plus que jamais renforcée pour permettre à la force conjointe de monter en puissance. C'est pourquoi ils appellent la communauté internationale à plus d'engagement et de soutien dans la lutte contre les groupes armés terroristes. Et la signature de l'arrangement technique entre le G5 Sahel, l'Union européenne et les Nations unies pour la fourniture d'un appui opérationnel et logistique à la force conjointe vient conforter les 5 chefs d'État dans leur attachement aux vertus de solidarité. Une solidarité sous-régionale, régionale et internationale qui permettra de freiner le terrorisme dans le Sahel. Le rendez-vous de Nouakchott, qui a jugé satisfaisant le bilan du président Kaboré, décide de consolider les acquis pour plus de réformes institutionnelles, de stratégies et d'actions de développement socio-économique dans l'espace G5 Sahel. Le prochain sommet ordinaire est prévu pour février 2021 en République du Tchad. En marge de ce sommet, le président du Faso a accordé des audiences à des personnalités du pays amis. L'Organisation internationale de la migration et l'Italie s'engagent à soutenir le Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme à travers des projets de développement. Mais avant, ce sont les Burkinabés vivant en Mauritanie qui traduisent leur reconnaissance au président du Faso. Le point des échanges avec Oloboda. Les chiffres officiels estiment à environ 300 les Burkinabés vivant en République islamique de Mauritanie. Ils évoluent dans les institutions internationales, le commerce et les infrastructures. Certains-ci sont établis depuis plusieurs décennies. Avoir une entrevue avec le président du Faso était un secret espoir que tous caressaient. Dès que l'occasion s'est présentée ce 25 février, ses compatriotes ont exposé leurs préoccupations et ont surtout exprimé leur gratitude au président Kaboré pour la tenue de ses promesses. Ils ont dépêché une délégation qui est venue ici pendant un certain nombre de jours pour établir des actes de naissance pour les enfants et aussi qui ont renouvelé les cartes d'identité burkinabé, des passeports et d'autres documents qui étaient essentiels pour vraiment que la communauté puisse vraiment circuler ici librement. En plus, il y a aussi des négociations en cours pour permettre que effectivement les documents de séjour ici avec l'État mauritanien soient aussi établis. Nous avons aussi soulevé des questions de transport parce que pour quitter ici aller au Burkina, on doit passer dans au moins 3 pays parfois avant d'arriver. Impliquer la diaspora dans la lutte contre le terrorisme, c'est une vision que l'Italie veut partager avec le Burkina Faso. La vice-ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale est venue expliquer cette stratégie de développement que son pays compte mettre en œuvre. Nous pensons au futur. Nous pensons comme impliquer la diaspora, par exemple, parce que la diaspora burkinabé en Italie est vraiment vitale, vraiment capable de construire un pont entre le pays d'origine et le pays de destination. L'OIM, l'Organisation internationale de l'immigration, elle aussi se préoccupe de la situation sécuritaire dans l'espace sahélien. Et il n'est pas question qu'elle se mette en marge de la lutte contre le terrorisme. J'ai transmis à Monsieur le Président du Burkina Faso l'engagement de l'Organisation internationale des migrations dans la coopération avec le Faso et avec tous les pays de la région du Sahel pour mieux régler les flux migratoires, pour améliorer les contrôles frontaliers, pour garantir la sécurité et la stabilisation des communautés
et surtout pour souligner que l'immigration peut avoir un rôle positif en matière de développement et il faut que la communauté internationale s'engage à soutenir le développement économique et social qui est la meilleure réponse pour tous les problèmes de la région. Tous ces engagements renouvelés confortent les pays du G5 Sahel qui plaident pour l'accroissement de l'aide des partenaires. On en vient à la page d'entretien de ce journal avec M. Samuel Tambi Kabouré. Il est le coordinateur national de l'unité de coordination du second compact du MCC, le Millennium Challenge Corporation. Bienvenue M. Kabouré. Merci bien. Le second compact, on l'a vu, est axé sur l'électricité. À ce jour, où est-ce qu'on en est en termes de formulation? Ok. Alors, merci tout d'abord de cette opportunité de communication. Alors, en effet, nous avons commencé le processus de formulation en avril 2017. Et le processus a été décliné en 4 phases. Alors, la première, qui s'est déroulée jusqu'en août 2017, a consisté à analyser les contraintes à l'investissement privé et à la croissance économique au Burkina. Et lorsque nous avons terminé cette phase, nous avons identifié 2 contraintes. La première concerne justement la question de l'électricité, notamment sa qualité qui est faible, son coût qui est élevé et son accès aussi qui est faible. Voilà donc la première contrainte. Et donc nous sommes passés à la deuxième phase qui a consisté à faire une analyse causale des 2 contraintes que nous avons mis en évidence. Alors, cette analyse des causes nous a permis, donc ça nous a occupé jusqu'en janvier 2018, où nous avons présenté, vraiment analysé toute la problématique qu'il y a derrière en fait, ces 2 contraintes-là. Voilà, lorsque nous avons terminé, alors on s'est rendu compte que le problème était très vaste, si on doit s'occuper de ces 2 contraintes à la fois. C'est ainsi que le gouvernement, donc en accord avec le MCC, a décidé de mettre l'accent sur la question de l'électricité. Mais bon à savoir, quelle est la deuxième contrainte? Alors la deuxième contrainte, donc, c'est la faible qualification de la main-d'œuvre. C'est-à-dire il y a beaucoup d'individus bien sûr, mais les qualifications des personnes est vraiment à un niveau assez faible. Donc nous parlons électricité. Tout à fait. Au Burkina. Vous êtes le coordinateur de l'UNICEF. En quoi consiste votre mission? Alors, globalement, donc, pour l'UCF, c'est vraiment la formulation du second compact. C'est la mission principale. Et le coordonnateur donc, est censé donc, vraiment conduire tout le processus jusqu'à terme. Donc, c'est la mission principale en fait, du coordonnateur, faire en sorte que les différentes étapes soient réalisées adéquatement pour que nous ayons un compact de qualité. Votre conducteur principal, c'est l'électricité, mais il y a des projets à l'intérieur. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ces projets-là? Alors, il y a 3 projets qui ont été définis. Alors, le premier projet concerne le renforcement de l'efficacité du domaine de l'électricité. Là, c'est essentiellement des questions de réforme et de renforcement de capacité. Voilà, aussi bien des institutions que des acteurs au niveau individuel. Le second projet concerne l'augmentation de l'offre d'électricité moins coûteuse. Alors, comme son nom l'indique, c'est comment faire en sorte que la portion, le poids de l'électricité moins coûteuse augmente en fait dans l'offre d'électricité. Et là, il y a beaucoup d'investissements qui sont envisagés. Et enfin, donc, le troisième, c'est l'amélioration du réseau et de l'accès à l'électricité. Là, c'est des lignes qu'il faut construire et également donc, des postes et veiller à ce que plus d'entreprises et plus de ménages aient accès à l'électricité. C'est le contenu en fait, des 3 projets. Quelque chose a été fait en termes de réflexion et le 12 février dernier en Conseil des ministres, le gouvernement aussi a donné son quitus. Actuellement, qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors, ce que le gouvernement a fait, c'est l'adoption en fait, d'une feuille de route. Et la feuille de route concerne principalement le projet 1, qui vise donc à asseoir vraiment les véritables bases en termes de correction en fait, des déficits qu'on a au niveau
au niveau institutionnel, etc., et de l'enforcement des capacités, mais également le renforcement de la régulation. C'est ça qui a été donc adopté comme feuille de route donc à l'horizon 2035. Alors ce qui nous reste donc à faire, c'est aller en négociation. Donc il y a une mission de négociation qui est envisagée pour avril, pour rencontrer donc l'UMCC et discuter en fait des contours restants donc avec eux, de manière à ouvrir les perspectives maintenant de la signature donc qui est envisagée courant juillet en 2020. Quand on parle de second compact du MCC, les Burkinabés applaudissent déjà, mais quel peut être l'impact de ces projets-là sur la vie du Burkinabé lambda? Alors, merci. Alors, l'impact est différencié selon les projets. Hein. Voilà, le premier, c'est vraiment le renforcement de la gouvernance. Le premier projet donc, vise le renforcement de la gouvernance, le renforcement de la régulation et le renforcement des capacités humaines et institutionnelles. Le second projet, c'est accroître l'offre d'électricité moins coûteuse en vue de réduire le coût de production de l'électricité. Et ensuite, donc, il y a la qualité de l'électricité qui doit être améliorée afin de réduire les interruptions. Et enfin, le troisième, ça c'est vraiment améliorer l'accès et le réseau d'électricité. Voici ce qui est attendu donc, au terme de la mise en œuvre de ce deuxième compact. Merci, Monsieur Samuel Tambi Kaboré. Je rappelle que vous êtes le coordinateur national de l'unité de coordination de la formulation du second compact du MCC. Avec vous, il était justement question de là où on en est actuellement en termes de formulation. Merci, restez avec nous pour la suite de ce journal. La Cour des comptes interagit désormais avec des organisations de la société civile actives dans les secteurs extractifs autour d'une plateforme, une sorte de coopération pour plus de traçabilité dans la gestion des ressources minières. Un projet canadien soutient l'initiative. Isaka Ouedraogo, Sébastien Zongo. L'Institution supérieure de surveillance des finances publiques a désormais un cadre de collaboration avec des organisations de la société civile actives dans le secteur minier au Burkina Faso. Les ressources de ce secteur dominé par l'or constituent une part importante du patrimoine public et leur contrôle fait partie du mandat de la Cour des comptes. Ce n'est pas un mandat facile exercé par la Cour elle seule. Il lui faut forcément établir des partenariats avec d'autres acteurs. Et les acteurs clés, c'est les acteurs de la société civile. Elles sont pour un début 8 organisations de la société civile retenues à l'issue d'un processus d'identification en phase avec les priorités stratégiques de la Cour des comptes. C'est véritablement un mariage de raisons qui doit permettre véritablement ensemble de créer les conditions idoines pour mieux protéger les intérêts de notre pays. Ce mariage voit le jour grâce à l'accompagnement du projet canadien d'amélioration de la surveillance de l'industrie extractive en Afrique francophone subsaharienne. D'accompagnement d'abord en termes de renforcement des capacités pour la Cour des comptes afin qu'elle puisse faire des contrôles dans le secteur minier, mais aussi accompagnement, appui aux organisations de la société civile afin qu'elles puissent mieux jouer leur rôle de surveillance dans le secteur minier et de coopération avec la Cour des comptes. C'est un projet régional dans 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, mais incluant le Burkina Faso, pour améliorer la gouvernance du secteur en renforçant la capacité des cours de compte. Après le Burkina Faso, le projet envisage la mise en place de ce type de partenariat à Madagascar, avant le Cameroun et le Mali. Et puis cette information qui concerne sans doute les industriels. L'opération spéciale de recensement des unités industrielles installées dans les zones industrielles est prolongée jusqu'au 16 mars prochain. Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou sont concernés par cette opération d'appurement du foncier. Question de trouver de l'espace à ceux qui ont de véritables projets industriels. On en saura plus avec Adama Guiti et Frédéric Etienne Bassenga. Le ministère en charge de l'industrie prolonge la date de l'opération spéciale de recensement des unités industrielles installées sur les zones industrielles des villes de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso et de Koudougou. Initialement prévu pour être clôturé le 28 février dernier, les opérateurs économiques concernés ont désormais jusqu'au 16 mars 2020 pour se faire recenser. Nous avons la possibilité donc de recouper les informations produites par les autres administrations et on notifiera à chacun avec un délai pour venir régulariser sa situation. Si ce n'est pas fait, comme j'ai dit, la sanction au bout de l'opération, ça va être forcément qu'on aille vers un retrait. On ne peut pas faire autrement.
Pour le ministère, il y a aujourd'hui beaucoup de projets industriels qui ont du mal à trouver un espace. Il faut que l'espace dégagé pour booster l'industrie burkinabé serve conformément à l'objectif de départ. Vous avez des parcelles où on s'est contenté juste de faire une clôture et puis c'est fini. On a mis une clôture, on a mis un portail et on a pris un gardien qui est là-bas et puis c'est fini. Une zone industrielle, ce n'est pas pour faire de la spéculation foncière. L'autre constat que l'on fait, c'est que vous attribuez une parcelle à quelqu'un qui n'a pas de projet industriel, qui revend cette parcelle, ce qui n'est pas normal. Si vous n'avez pas de projet industriel, vous ne pouvez pas investir, vous laissez la parcelle, quelqu'un d'autre va investir. Pour les futurs projets de création de zones industrielles, le ministère prospecte d'autres pistes de solutions pour juguler cette situation. Il y a entre autres la location de ces espaces qui pourrait éviter la spéculation. Autre point de l'actualité, bilan satisfaisant dans les secteurs éducation et formation. En tout cas, pour ce qui est de 2019, les indicateurs sont en hausse, foi des acteurs du cadre sectoriel de dialogue réunis hier à Ouagadougou pour la revue annuelle. Il est également attendu des propositions pour la programmation en 2020 avec, à la clé, du meilleur résultat. Sié Lassina Ouattara et Sanoa Christine Koulibaly. Compte rendu. Venus de 3 départements ministériels, la jeunesse, l'enseignement supérieur et l'éducation, ils sont là pour analyser le rapport de performance du cadre sectoriel de dialogue éducation et formation au titre de l'année 2019. Et malgré le contexte national, les chiffres font état d'un taux de réalisation physique, de réformes stratégiques et des investissements structurants de plus de 84% et un taux d'exécution financière de plus de 83%, contre respectivement 32 et 31% en 2018. Ces actions se traduisent par la mise en œuvre d'un certain nombre de choses. Il y a des réalisations d'infrastructures qui sont programmées dans le cadre du PNDS, comme donc l'effacement des classes sous-payotes, comme la normalisation d'écoles incomplètes, la construction de CEG et de lycées, la construction donc d'infrastructures dans les universités, dans les centres universitaires, le recrutement de personnel de l'éducation, la création d'emplois pour la jeunesse et l'accompagnement de la jeunesse dans des micro-projets, etc. C'est cet ensemble-là qui est apprécié, et quand vous avez des taux de 93% d'exécution physique et de 92% d'exécution financière pour une année donnée, pour l'ensemble de ces secteurs-là, c'est satisfaisant. Des taux satisfaisants, certes, mais c'est l'excellence qui est visée par le cadre sectoriel. Nous allons faire des propositions que nous allons amender ensemble de façon à améliorer donc le fonctionnement des différents secteurs, et afin que nos populations puissent sentir effectivement les effets de la mise en œuvre du PNDS dans ces 3 secteurs qui sont des secteurs vitaux pour le développement de notre pays. La mobilisation des ressources et la mise à disposition à temps des infrastructures sont au nombre des défis à relever. Revue de presse avant de refermer cette édition. À la une des quotidiens, la passation de charge à la tête du G5 Sahel, la mort de l'ancien président Hosni Moubarak de l'Égypte et les consignes à respecter en ces temps de carême chez les catholiques. Lecture croisée des journaux avec Herman Toué. Présidence du G5 Sahel, Roch Kaboré passe la main à El Ghazouani, nous informe Sidouaya qui s'est fait témoin de la passation du flambeau hier 25 février à Nouakchott en terre mauritanienne. C'était à l'occasion du 6e sommet ordinaire, un moment choisi par le président Kaboré pour dresser le bilan de 12 mois passés à la tête de l'organisation. Un bilan jugé reluisant par ses pairs qui présage un bel avenir pour le G5 Sahel, rapporte le journal de tous les Burkinabés. L'observateur Palga ne voit pas les choses de cette manière. Il parle plutôt de résultats mitigés au regard du contexte apocalyptique dans lequel s'est déroulé le mandat du président burkinabé. Le confrère s'interroge sur l'exception mauritanienne qu'il qualifie de véritable dune de tranquillité dans un Sahel tourmenté. Le journal se justifie du fait que le pays de Mokhtar Ould Daddah n'a enregistré aucune attaque sur son territoire depuis 2011. Et dans un tel contexte, la présidence en exercice mauritanienne peut-elle donner un nouveau souffle au G5 Sahel, se demande le journal.
Temps de carême à présent, l'abbé Abel Wali, dans les colonnes du journal Le Pays, recommande aux fidèles de redistribuer aux plus démunis ce dont ils se privent en ces temps de pénitence. Le vicaire de la paroisse de Mani appelle à l'humilité et souhaite une prise de conscience de tout ce qui éloigne l'homme de Dieu afin de s'en débarrasser progressivement. Terminons par le décès de Hosni Moubarak. Le journal Le Pays titre à sa une « Le dernier des pharaons s'en est allé ». Sidou Waya, dans le même sens, annonce « Le raïs d'Égypte est mort ». Et pour aujourd'hui au Faso, le printemps arabe vient de tuer pour la 2e fois le pharaon du Nil. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité à la RTV.